RFI, Radio France Internationale. Bienvenue à tous. À Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Vendredi 29 mars, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile avec au sommaire... Après 4 jours de cet effondrement du pont de Baltimore aux États-Unis qui a coûté la vie à au moins 6 personnes, dans ce journal, nous nous intéresserons aux conséquences d'un tel accident sur le commerce. L'attentat de Moscou, une semaine après, peu d'hommages, peu de cérémonies, mais un concert hier soir pour dire au revoir aux victimes. Et puis enfin, question d'environnement dans ce journal. À qui appartiennent les nuages ? Début de réponse à la fin du journal avec Stéphanie Schuller. Voilà pour les titres. Aux États-Unis, Baltimore, quasiment à l'arrêt depuis l'accident survenu il y a 4 jours où un énorme bateau est venu percuter le pilier d'un important pont faisant au moins 6 morts. Depuis, le trafic routier entre Washington et New York à hauteur de Baltimore est interrompu. Le port de Baltimore est lui totalement à l'arrêt. La réouverture du port prendra du temps, disent les autorités. Et la bataille juridique risque, elle aussi, d'être très longue entre les différents assureurs pour savoir qui paiera la facture. Anne Verdaguet, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Le propriétaire du cargo de cet important bateau responsable de la collision aurait déjà trouvé une parade, un subterfuge pour ne pas trop payer. Oui, car il y a le dommage bien sûr aux infrastructures, aux ports, mais aussi les conséquences économiques de cet incident qui pourrait se chiffrer en milliards de dollars. Le propriétaire singapourien du cargo, vous l'avez dit, selon le Wall Street Journal, va invoquer une loi datant du 19e siècle qui limite sa responsabilité, la même loi que celle utilisée à l'époque du Titanic. Elle limite sa responsabilité donc et celle de ses différents assureurs à la valeur des marchandises que le navire transportait au moment de la collision et à la valeur du bateau en lui-même. Alors, autre source de réclamation, Anne Verdaguet, les entreprises pénalisées, les entreprises qui subissent l'arrêt du fonctionnement du port de Baltimore. Oui, car l'effondrement du pont affectera probablement le travail de nombreux importateurs, exportateurs et autres entreprises qui utilisent ce point de passage. Les marchés de l'automobile et des matières premières sont les plus susceptibles d'être touchés. Plus de 800 000 voitures neuves transitent par le port de Baltimore chaque année, ainsi que du charbon et du gypse qui sert à fabriquer le plâtre et qui sont exportés depuis ce point de passage. Merci à Anne Verdaguet dans votre journal en français facile. Il est 19h03 à Moscou. C'était il y a une semaine l'attaque de la salle de concert du Crocus City Hall avec au moins 139 morts, 360 blessés selon un dernier bilan officiel. Le président russe, Vladimir Poutine, lui, ne s'est toujours pas rendu sur les lieux du drame, n'a pas encore rencontré les familles de victimes. Alors, le chagrin, le deuil se vivent presque seuls, individuellement ou en tout cas dans une grande discrétion. Et pourtant, hier soir, un hommage a eu lieu aux victimes de l'attentat. À Moscou, reportage Anissa El Jabri. À l'extérieur, un déploiement massif de forces de sécurité, garde nationale et police anti-émeute. À l'intérieur, des survivants du concert de vendredi dernier, des spectateurs venus tout exprès. Minute de silence pour les victimes, puis concert. Ces 2 heures de communion, de deuil et de résilience sous haute protection ont été rendues publiques uniquement sur les réseaux sociaux. Pas une image à la télévision d'État, car au même moment... Nous sommes dans la petite ville de Tarchok, 40 000 habitants. Il est clair que l'arrivée du président y est un événement énorme. Un reporter du pool présidentiel de la télévision d'État était en direct, puis a suivi le récit de la visite du président sur le thème de la culture et ces quelques mots de Vladimir Poutine. J'aurais dû venir lundi, mais en raison des événements tragiques à Moscou avec cette attaque terroriste barbare, nous avons reporté tous les événements.
Mais le fait est que la culture, puisqu'elle est le cadre spirituel du peuple et qu'elle soutient notre identité, joue un rôle important dans de tels moments difficiles, même tragiques, car elle donne de la force au peuple et à chaque individu. Les blessés dont parlent les médias légitimistes sont ceux qui sortent de l'hôpital. Les premiers enterrements, eux, ont commencé ce mercredi. Seuls les médias locaux en ont parlé. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Une partie de l'Ukraine plongée dans le noir. Les autorités ukrainiennes imposent d'urgence des coupures d'électricité dans plusieurs régions après que de nouvelles frappes russes massives ont gravement endommagé 3 centrales électriques. Le journal en français facile. Et cette question à présent, à qui appartiennent les nuages ? C'est une question qui se pose parce qu'une 50aine de pays dans le monde manipulent les nuages pour les faire soit pleuvoir en cas de sécheresse ou alors au contraire pour éviter des précipitations importantes, dévastatrices comme la grêle par exemple. Bonjour Stéphanie Schuller. Bonjour Adrien. Alors cette méthode de manipulation des nuages, Stéphanie, on l'appelle l'ensemencement. Dites-nous comment ça marche. Eh bien, à l'aide d'avions ou de drones, on diffuse à l'intérieur des nuages de l'iodure d'argent. Ce sont des molécules de microcelles. Une fois arrivées dans le nuage, ces molécules fonctionnent comme des aimants. Ils attirent les gouttelettes de la vapeur d'eau autour d'eux. Ces gouttelettes forment ensuite des gouttes d'eau assez lourdes pour tomber au sol. Le problème, c'est que on ne sait pas très bien quel est l'impact de l'ensemencement des nuages au niveau sanitaire et environnemental, parce que l'iodure d'argent qui est utilisé a peut-être des effets négatifs. Or aujourd'hui, on a très peu d'études. C'est ce qu'explique Mathieu Simonet. Il est écrivain et ancien avocat. Avec d'autres, il demande l'ouverture d'une enquête parlementaire de l'Assemblée nationale en France pour améliorer nos connaissances sur l'ensemencement et mieux encadrer cette technologie. L'ensemencement ou la manipulation de ces nuages, Stéphanie, a commencé dans les années 1940. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. En effet, et cette technique n'a pas toujours été utilisée à des fins civiles. Durant la guerre du Vietnam, par exemple, l'armée américaine a manipulé les nuages pour intensifier la mousson et ainsi ralentir les troupes ennemies. D'ailleurs, les Nations Unies ont adopté en 1976 une convention qui interdit d'utiliser les nuages comme arme de guerre. Oui, mais cette convention ne vaut que pour et entre les pays signataires, souligne Mathieu Simonet. Par exemple, la Russie a adhéré à cette convention. Parmi les pays qui n'ont pas signé, il y a la France. Donc, en théorie, la Russie contreviendrait pas à cette convention de 1976 si elle décidait, par exemple, de créer de la pluie pour l'inauguration des JO à Paris. Et alors enfin, pourquoi, Stéphanie, parle-t-on aujourd'hui davantage de cette manipulation des nuages qu'auparavant ? Comme à cause du changement climatique, l'eau devient de plus en plus rare, la manipulation des nuages paraît tentante. La Chine, par exemple, a investi récemment $1 milliard dans la recherche sur l'ensemencement. Mais voilà, comment faire si un pays qui en a les moyens fait pleuvoir sur son territoire des nuages qui auraient sinon apporté de la pluie aux pays voisins ? Pour que les nuages ne deviennent pas source de conflits, certains réclament de les inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que contrairement à la mer, la terre et même l'espace, les nuages ne disposent aujourd'hui d'aucun statut juridique. Conséquence d'ailleurs de ces nuages, Stéphanie Schuller, en Espagne, des pluies torrentielles, d'importantes précipitations après des mois d'une extrême sécheresse ont conduit à l'annulation notamment de processions religieuses en ce vendredi saint, notamment à Séville, laissant de nombreux fidèles catholiques en larmes dans cette ville du sud de l'Espagne. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. L'heure de retrouver le Café des Sports sur Radio France Internationale. Bonne soirée.